Je vais donner maintenant la parole à Sébastien Candel, qui est professeur émérite à Supélec et également membre de l'Académie des sciences. Sébastien. Merci beaucoup, Daniel. En réalité, c'est Centrale Supélec. C'est deux écoles qui ont fusionné récemment. Je vais donc tout d'abord bonjour à tout le monde, bonjour à notre président et à nos secrétaires perpétuels. Merci à Jean-Paul Daumont pour m'avoir invité à faire cet exposé que j'ai beaucoup travaillé. Alors je vais vous raconter l'histoire de l'aéronautique et de la conquête spatiale. Et c'est une histoire que je vais raconter en quelques minutes en la simplifiant beaucoup. C'est celle du passage du mythe à la réalité par les machines. Et je vais essayer de dégager ce qui a permis la réussite de cette aventure. Et vous verrez, c'est un mélange entre beaucoup d'éléments. Il y a la science, bien sûr, mais il n'y a pas que la science. Il y a les hommes aussi, et il y a énormément de caractéristiques humaines dans cette aventure. Alors, voler, c'est un des plus vieux rêves de l'homme, mais aussi un des plus difficiles à réaliser. On peut tenter de copier les oiseaux, on les regarde, on peut s'en inspirer, mais on atteint vite les limites. Et d'abord, une de ces limites vient de notre poids. Nous sommes beaucoup plus lourds que les oiseaux. Et vous allez voir, c'est un aspect très difficile si on veut les imiter. Et puis, finalement, les oiseaux ne sont pas capables de voler plus vite que le son. Et puis, aucun d'entre eux n'est allé sur la Lune. Et puis, finalement, explorer la planète Mars comme on sait le faire, ils n'y arrivent pas. Et donc, on voit bien que c'est l'intelligence humaine qui permet à l'homme de réaliser des choses, des prodiges que les animaux, que la nature ne réalise pas. Alors, dans l'histoire du mythe, il y a évidemment des machines, et par exemple celle que Léonard de Vinci avait imaginée pour voler. Alors il entrevoyait une des possibilités qui était de voler avec un système d'ailes battantes à la manière des oiseaux. Et puis il y a une autre solution qui utilise une vis hélicoïdale qui préfigure un peu peut-être le rotor d'un hélicoptère. Mais avec la technologie de l'époque, avec toutes les connaissances qui existaient il y a 500 ans, évidemment toutes ces machines ne pouvaient pas voler. Et il a fallu beaucoup de temps d'ailleurs pour arriver à faire voler par le vol musculaire, c'est-à-dire en utilisant les muscles. Réussir à voler avec ses propres muscles, c'est en fait un tour de force. Et je vous raconterai un peu ce qui a fait qu'on a pu le faire. Alors, et finalement, le premier vol n'est pas réalisé comme les oiseaux. Et il est réalisé à partir des idées des frères Montgolfière. C'était des industriels papetiers. Et les frères Montgolfière avaient montré que des ballons gonflés avec de l'air chaud pouvaient s'élever et pouvaient même élever donc, des hommes, donc l'ensemble, toute cette masse. Et puis, en même temps, il y avait un académicien, Jacques Charles. Alors, on ne le connaît pas trop, mais malgré tout, c'est lui qui a travaillé sur la loi de dilatation des gaz. Et Jacques Charles, avec les frères Robert, imagine un ballon gonflé à l'hydrogène. Et là aussi, donc c'est un des premiers vols. Et effectivement, il y a 238 ans, le 21 novembre 1783, donc vous voyez quelques jours avant celui-ci, Jean-François Pilâtre de Rosiers et François-Laurent d'Arlande sont les premiers hommes à s'élever dans les airs. Ils parcourent une dizaine de kilomètres. Ils ont un ballon qui fait plus de 2000 mètres cubes et il est gonflé à l'air chaud. Ils parcourent la distance entre la Muette d'un côté et la butte aux Cailles de l'autre côté.
Et une dizaine de jours après, eh bien, c'est un ballon gonflé à l'hydrogène. Donc c'est assez remarquable puisqu'il avait été identifié très peu de temps avant par Lavoisier. Et ce ballon, cette fois-ci, eh bien, c'est celui de Jacques Charles, Nicolas Robert, et il parcourt une distance de 44 km, et ceci en 2 heures. Donc tout à fait remarquable. En une dizaine de jours, 2 types de ballons, un ballon gonflé à l'hydrogène, beaucoup plus réduit, hein, un peu moins de 400 mètres cubes. Donc une démonstration de la créativité, de l'intelligence et du courage. Alors ce rêve de voler par les ballons, eh bien, il perdure. Hein. Il y a toujours des fervents de l'aérostation, hein, et ils se réunissent, par exemple autour de ce château Polignac, ou bien dans ce rassemblement mondial, hein, le Mondial Air Balloon, que l'on voit ici, hein, sur cette planche. Alors, la première démonstration d'un véhicule plus lourd que l'air, stabilisé, stable, c'est-à-dire qui assure un vol stable, grâce à son empennage arrière, elle est due à Alphonse Penaud. Et en 1871, il démontre avec une petite maquette de 16 grammes la capacité de voler sur une quarantaine de mètres, avec un système qui comprend une hélice. Cette hélice est mue par une lanière en caoutchouc qui est remontée à 240 tours, et ça permet à ce véhicule d'avancer. Et donc c'est une démonstration de la stabilité du vol, c'est une démonstration aussi de la propulsion, la capacité d'avoir un moteur, de le propulser, évidemment à très petite échelle, et d'avoir aussi une portance suffisante grâce aux ailes. Alors, donc, il est intéressant de revenir un petit peu sur ce problème de masse, hein, puisque c'est un problème sérieux pour nous, hein. Nous sommes beaucoup plus lourds que les oiseaux. Donc, il est intéressant de représenter comment les oiseaux, comment ça se présente, et en particulier de regarder la charge à l'air, c'est-à-dire la masse par unité de surface de voilure, c'est-à-dire d'ailes, et de représenter cette quantité en fonction de la masse de l'oiseau. Donc vous avez ici rassemblé des données, donc l'intelligence artificielle pourrait travailler sur ces données et essayer de comprendre. Eh bien, on comprend assez vite, hein, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de calculs pour voir que ça suit une loi, ça augmente. Au fur et à mesure que l'oiseau devient plus lourd, eh bien, sa charge à l'air devient plus importante. Et cette charge à l'air varie comme la puissance 1/3 de la masse. Donc, et on peut le montrer par un raisonnement dimensionnel. On arrive à montrer très rapidement qu'il en est ainsi. Et alors, on comprend déjà... Alors, il y a un deuxième aspect, c'est cette formule qui est due à Charles Renard. C'était un ingénieur, aéronaute. Et Charles Renard montre une expression dans laquelle la puissance par unité de masse, donc P sur W, est proportionnelle à la racine carrée de la charge à l'air. Et ce qu'on en déduit, évidemment, c'est que si on veut pouvoir voler, eh bien, on aura du mal à partir d'une certaine masse, parce que la puissance nécessaire est croissante. Elle va plus vite que la masse elle-même. Or, nos muscles, eh bien, c'est un peu comme notre masse. Et donc, on voit bien qu'il y a un problème, puisque si on continue sur cette ligne, on n'y arrivera pas, on n'aura pas la puissance. Un sportif bien entraîné réussit à dégager une puissance de quelques watts, 2, 3, 4 watts par kilogramme. C'est-à-dire que s'il a environ 60 kilos, c'est environ 200 watts. C'est tout ce qu'on peut faire. Pour un effort soutenu. Et donc on voit ici la difficulté et on constate, donc ça c'est cette formule de Charles Renard, hein, qui a été développée très tôt, qui est assez facile à montrer, et qui indique qu'il faut réduire la charge à l'air pour réussir le vol musculaire. Si on ne la réduit pas d'une façon
importante, on n'y arrive pas. Et effectivement, dans cette histoire, vous voyez le premier vol musculaire a été réalisé en 1977, donc très récemment. Il a fallu 74 ans après le premier vol des frères Wright pour réussir à faire du vol musculaire. Et c'est évidemment la créativité de Paul MacCready, hein, c'était un ingénieur, un PhD du Caltech, qui a réussi donc ce tour de force. Alors ce tour de force est réalisé par le Gossamer Albatros. C'est un avion qui a une charge à l'air qui est de l'ordre du kilogramme par mètre carré, c'est-à-dire équivalente à celle des hirondelles. Donc il réussit à faire un véhicule d'une quarantaine de mètres d'envergure, eh bien, qui a la même charge à l'air que les hirondelles. Et grâce à ça, eh bien, on réussit à dégager la puissance. On peut grâce à la puissance qu'on peut dégager, qu'un sportif peut dégager, on peut voler de cette façon. Alors, j'ai un petit peu sauté les étapes, hein, et revenons un petit peu donc à l'histoire de l'aviation. Hein. Dans cette histoire, il y a énormément de contributions. Donc, celles de Lilienthal, Otto Lilienthal, sont très importantes. C'est quelqu'un qui avait compris d'une part que les oiseaux, la cambrure des ailes des oiseaux était utile parce qu'elle permettait d'obtenir une sustentation à incidence nulle. Donc vous voyez, toutes les ailes maintenant ont cette cambrure, on leur donne cette cambrure et on peut donc avoir une force verticale vers le haut qui permet la sustentation grâce à cette cambrure. Et puis, Lilienthal avait aussi compris qu'il fallait pouvoir stabiliser le vol et le contrôler, que c'était des points essentiels dans cette affaire. Et donc, il a beaucoup influencé les pionniers dans sa génération. Il a fait énormément de vols, hein, plus de 2000 à partir d'une colline, pas loin de Berlin. Et ça s'est mal terminé à la fin, il s'est écrasé à cause des conditions atmosphériques, mais il avait essentiellement réussi à comprendre comment stabiliser, comment voler, comment contrôler son véhicule. Alors, dans cette histoire, il y a aussi un autre Français, donc Octave Chanute, alors français d'origine, mais installé aux États-Unis, ingénieur des chemins de fer. Il s'intéressait beaucoup à l'aéronautique et aux travaux de Lilienthal, et il écrit un livre qui lui apporte une certaine notoriété sur les progrès de l'aviation. Et il a une influence considérable parce que les frères Wright sont en relation avec lui et il les conseille. Et un peu plus tard, il sera aussi en relation avec Ferber, donc un Français, qui là aussi profitera des connaissances et de ce que Chanute proposait. Et donc finalement, le premier vol est réalisé par les frères Wright, donc le premier vol propulsé, c'est-à-dire motorisé, et effectivement pour lequel il y avait des témoins. C'est-à-dire on a pu montrer que ce vol avait été effectué une quarantaine de mètres et il est réalisé donc le 17 décembre 1903. Donc vous voyez un peu plus d'une centaine d'années en arrière. Et donc c'est Orville Wright qui est aux commandes de l'avion. Il est allongé dans la machine à plat ventre sur l'aile inférieure. C'est un biplan. Il utilise un mécanisme de gauchissement de la voilure pour contrôler, enlacer son véhicule. Et Wilbur Wright, son frère, vient de lâcher prise et l'avion est à quelques mètres du sol. Et donc, voilà. Donc, alors, du côté... tout ça soulève beaucoup d'enthousiasme. Il faut imaginer cette époque où il y avait effectivement une attention considérable pour l'aéronautique. Et en France, particulièrement, il y a un engouement pour ce domaine. Et c'est Ferdinand Ferber qui réalise le premier vol le 27 mai 1905.
donc à Chalais-Meudon, pas loin de Paris, avec un aéroplane numéro 6. Et malheureusement, Ferber disparaît par la suite tragiquement, lui aussi. Beaucoup de ces pionniers, au final, eh bien, ils disparaissent avec leur véhicule. Donc, à la même époque, les frères Wright sont invités en France. Ils viennent faire une tournée et ça soulève de nouveau beaucoup d'enthousiasme. Et il y a énormément de vols qui sont réalisés. Et très rapidement, on arrive à l'exploit de Blériot. Blériot réussit à traverser la Manche. Alors, c'était un centralien aussi. Il traverse la Manche le 25 juillet 1909, donc 6 ans après les frères Wright, très peu de temps. Et l'explication, c'est qu'à cette époque-là, il y avait non seulement des concepteurs de cellules, mais il y avait surtout des mécaniciens qui fabriquaient des moteurs. Et les moteurs en France étaient 2 fois plus performants que tous ceux de la compétition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, performance? C'est la puissance divisée par la masse. Eh bien, elle était 2 fois meilleure à cette époque en France. Et donc, Blériot peut choisir un moteur qui n'est pas très puissant, mais suffisant, 18 kW, mais qui lui permet de couvrir cette distance et de faire la traversée de la Manche, ce qui est un bel exploit. Il gagne aussi le Daily Mail Prize à cette occasion. Alors, donc, quand on regarde la charge à l'air du Blériot, vous voyez, elle est pile sur la courbe des oiseaux. Donc, c'est un avion qui a tout juste la puissance nécessaire pour continuer sur cette loi que j'ai montrée tout à l'heure. Alors, vous voyez bien sûr aussi que l'Airbus, donc les avions modernes, ont des charges à l'air bien plus importantes parce qu'ils disposent d'une puissance bien plus élevée. Donc, grâce à la puissance des moteurs, on peut arriver à avoir des charges à l'air, parce que sinon, il faudrait faire des véhicules énormes. Alors, évidemment, jusqu'ici, on n'a pas parlé de science, mais évidemment, la science est très importante, surtout quand il s'agit du vol, l'aérodynamique, par exemple. Et on trouve chez D'Alembert un résultat initial très important. D'Alembert montre un résultat étonnant qui est celui de dire, finalement, lorsque j'étudie un corps placé dans un fluide, il n'y a pas de résistance à l'avancement. Alors, il pense que c'est un paradoxe, et effectivement, c'est un résultat paradoxal, donc il n'y aurait pas de force à déployer pour faire avancer un véhicule. En réalité, son résultat est une approximation, disons. Pour des corps bien profilés, comme une aile, eh bien, la résistance à l'avancement associée aux forces de pression est très faible. Il y a une compensation des forces de pression de part et d'autre du corps. Et donc, si on fait des corps profilés, la résistance à l'avancement est très réduite. Et donc, tout le secret, disons, dans ce domaine, c'est de réussir à bien profiler les corps. Et quand on regarde les avions, c'est bien ça. Les oiseaux, c'est pareil. Ils ont cette capacité. Ils ont compris qu'il fallait avoir une forme bien profilée. Alors, il y a non seulement de la théorie, mais aussi de l'expérimentation. Et l'un des grands expérimentateurs dans ce domaine, c'est Eiffel. Eiffel avait, après avoir construit des ponts et des merveilles comme sa tour, réussit, à partir de 70 ans, un programme expérimental systématique sur les voilures, sur les avions. Il construit des souffleries. Donc, bien après l'âge pivot de la retraite, Eiffel démarre une carrière de recherche. Et on lui doit beaucoup de résultats intéressants. Donc, il a, par exemple, montré qu'il était intéressant de représenter le coefficient de portance en fonction du coefficient de traînée, suivant la polaire d'Eiffel. Il mesure les distributions de pression sur l'extrado et l'intrado et comprend que c'est la distribution de pression qui donne la sustentation.
Il montre où se trouve d'ailleurs cette force de sustentation. Il y a un livre complet dont j'ai un exemplaire sur la résistance à l'avancement des avions. Il y a aussi beaucoup d'avancées théoriques, et la théorie est très importante. Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie, disait von Karman. Et par exemple, Lanchester comprend que les voilures dégagent des tourbillons, et que ces tourbillons jouent un rôle très important, et c'est eux qui vont déterminer la traînée induite. Et il y a aussi Prandtl, un grand mécanicien des fluides allemand, qui lui fait une des premières théories de la ligne portante, qui permet de comprendre comment des surfaces portantes, génèrent de la traînée. Alors, ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale. Le combat aérien s'est développé à ce moment-là, avec des avions de plus en plus performants. Et puis, l'entre-deux-guerres, c'est la saga, disons, une orientation de l'aéronautique vers des possibilités commerciales, avec notamment celle de l'aéropostale, lancée par Pierre-Georges Latécoère, qui est immortalisée par les romans de Saint-Exupéry. Finalement, l'objectif était assez concret, c'est-à-dire convoyer du courrier postal vers l'Amérique du Sud. Mais ça faisait toujours rêver, et lorsqu'on lit Saint-Exupéry, le rêve subsiste. Alors cette aventure, évidemment, ensuite on revient sur la Deuxième Guerre mondiale. L'aviation joue un rôle très important. C'est grâce à ces avions que la RAF réussit à éviter la dictature hitlérienne dans les îles britanniques. Et puis alors j'ai montré ici des essais qui étaient faits à l'époque, et vous voyez ici Theodor von Karman qui fait les derniers calculs avant les essais d'un avion muni de fusées. Alors, une des grandes ruptures dans ce domaine, c'est de passer de l'hélice et des moteurs à piston vers les turbines à gaz, vers les moteurs à réaction que nous connaissons aujourd'hui. On remplace complètement cet élément, cette hélice. Alors, il y a des avions encore à hélice, bien sûr, mais on le remplace par un système qui comprend une entrée d'air, un compresseur, une chambre de combustion, une turbine qui fait tourner le compresseur et une tuyère. On éjecte les gaz à grande vitesse et la réaction permet à l'avion d'avancer. Et ça permet... Donc c'est un brevet de 1932, un ingénieur britannique, Frank Whittle, qui dépose ce brevet. Il met beaucoup de temps d'ailleurs à convaincre les autorités que ça peut marcher. Et le premier vol est réalisé, en 1941, donc sur cet avion, un Gloster. Et donc ça démontre cette capacité de voler grâce à la réaction. Alors, un tout petit peu après, donc, vous voyez, une centaine d'années après le vol des frères Wright, on est avec des avions qui font 540 tonnes, alors que celui de Blériot faisait 380 kg. On a des moteurs qui font la centaine de mégawatts, qui dégagent une centaine de mégawatts, alors qu'on avait un petit moteur sur le Blériot de 18 kW. Beaucoup de progrès ont été réalisés, ce sont des bijoux de technologie. Et puis, donc, les avions à hélice sont progressivement remplacés par des avions à réaction de plus en plus gros, ou de plus en plus beaux. On arrive à une situation maintenant où... Voilà. Donc, l'aviation transporte maintenant des milliards de passagers, donc 4000 milliards de passagers kilomètres transportés en temps normal, malheureusement un peu moins pendant cette crise du Covid. Alors, un autre aspect du rêve, c'est le vol à très grande vitesse. Et là, on doit à cet avion, donc le Bell X-1, piloté par
par Chuck Yeager, qui en 1947 réussit à franchir le mur du son et à poser son véhicule, ce qui n'était pas arrivé à plusieurs reprises. Et les pilotes qui avaient antérieurement essayé s'étaient écrasés. Donc lui réussit, et cette saga est racontée dans ce très beau film, L'étoffe des héros. Voilà l'avion avec lequel Chuck Yeager passe le mur du son. Quelques années après, donc il n'a pas fallu longtemps pour que la même chose soit faite par Rosanov, donc Konstantin Rosanov, encore un centralien de la promo 28, donc vous voyez c'est intimement lié avec l'histoire de l'école centrale de l'aéronautique en France. Donc Rosanov réussit à passer le mur du son en vol horizontal aux commandes de son Mystère 4B. Donc c'était en février 1954. Et puis, dans les mêmes années, 5 minutes, dans les mêmes années, on a ce développement du Concorde. Donc, très vite, on essaye de faire voler à Mach 2 un avion de transport commercial. Et on le voit ici, donc, le premier vol aux commandes avec Turca. Donc, aux commandes André Turca, aux commandes de cet avion, et qui franchit 2 fois le son, la vitesse du son, donc Mach 2 en 1970. Et alors maintenant, le rêve est désormais des avions plus économiques, plus performants, des émissions plus réduites. Et puis, quand on regarde, quand on prend l'avion, la plupart des gens sont là, sont assis dans une ambiance climatisée. Les uns regardent leurs films sur écran, les autres dorment pendant que l'avion décolle. Donc le rêve est devenu finalement très banal. Alors, pour revenir un tout petit peu à cet exploit, vous voyez, réaliser finalement le vol musculaire, ça a pris quand même 74 ans. Donc c'est grâce aux capacités, cette fois-ci techniques, scientifiques, qu'on peut imaginer le véhicule qui va permettre d'avoir une charge à l'air très faible et de réussir, d'une part, à voler, et puis d'autre part, à traverser la Manche, cette fois-ci. Donc Brian Allen traverse la Manche en 1979, en 2h49. Donc il réussit à traverser avec un véhicule et grâce uniquement à ses muscles. Un autre exploit plus récent, c'est celui de Picard et Borchardt, Borchberg, qui réussissent à faire le tour du monde avec un avion équipé de cellules photovoltaïques. Mais il leur faut 1 an pour le faire. Donc ça demande quand même un effort considérable avec des équipes un peu partout, etc. C'est très difficile, mais ils réussissent. Alors, très rapidement, un peu la conquête spatiale, en quelques minutes. Donc, on a vu donc, à la fin des années 50, le premier satellite, le Spoutnik. Un tout petit peu après, c'est Yuri Gagarin qui est envoyé dans l'espace, le premier cosmonaute. Et puis John Kennedy, en 1961, lance un vrai défi, celui de poser le pied sur la Lune avant la fin des années 60. Et effectivement, cet exploit est réalisé le 21 juillet 1969. Donc, alors, pour réaliser cet exploit, eh bien, il a fallu réussir, par exemple, à traiter des problèmes d'instabilité de combustion de ces moteurs. Plus d'une centaine d'essais ont été réalisés pour arriver à éliminer ces instabilités, dans un sujet sur lequel on travaille toujours actuellement. Et voilà, donc c'est la fusée qui a emmené ces 3 astronautes vers la Lune, donc Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Du côté français ou du côté européen, eh bien c'est le programme Ariane qui donne accès à l'espace et on est passé de la fusée Diamant vers la fusée Ariane, d'abord 1 en 1979 et puis ensuite la fusée Ariane 5 dont on voit l'un des décollages. C'est pas le premier celui-là. Et puis bientôt ce sera Ariane 6. Alors un des exploits considérables donc, des années récentes, c'est celui d'avoir déposé un véhicule de 900 kg sur la planète Mars. Donc le premier c'était Curiosity, plus récemment c'est Perseverance. Et ce qui est absolument remarquable, c'est la solution adoptée pour déposer ce véhicule.
Il s'agit d'une grue céleste, de Sky Crane, c'est-à-dire une grue aérienne. On immobilise une plateforme à distance du sol et puis on dépose le véhicule au moyen de filins. Et après ça, eh bien, ce véhicule peut rouler sur Mars et puis explorer. Alors, pour terminer, quelques remarques là déjà. Est-ce que toutes ces choses que je vous ai racontées, qui sont issues de l'intelligence humaine, est-ce que l'intelligence artificielle aurait pu les faire? Imaginez par exemple des ballons, le ballon gonflé à l'hydrogène, inventer, comprendre le problème de l'équilibre longitudinal des avions, imaginer les moteurs à réaction, comprendre que le vol à grande vitesse nécessite des ailes en flèche, régler le problème des instabilités de combustion de ces moteurs. Donc c'est une question que je pose. Évidemment, moi il me semble que... Et puis par exemple, faire le vol musculaire, comprendre la difficulté de ce vol et réussir à ramener la charge à l'air à des valeurs très faibles. Et donc, j'ai l'impression que ce sont des choses qui sont encore hors de portée de l'intelligence artificielle. Et finalement, tout ce qui a permis donc de réussir ce vol, c'est un ensemble de choses. C'est à la fois du courage, de la volonté, de la pugnacité, et aussi l'imagination, l'intelligence, et puis la science, la technologie, l'esprit d'entreprise. J'ai résumé tout ça dans ce diagramme. Merci beaucoup.